Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la très grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Johan Reboul, créateur de contenu et co-réalisateur du film Shimla. Bonjour Johan. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à devenir créateur de contenu et comment est-ce que tu en es venu à partir dans cette aventure et ce film Shimla ensuite? J'étais pas destiné à être créateur de contenu. Je pense pas qu'on se lève un matin et on se dit j'ai envie d'être influenceur. En fait, moi j'ai commencé mon engagement pour l'environnement quand j'avais 16 ans, quand j'ai découvert le scandale de l'huile de palme. En fait, j'étais en cours et j'étais sur Twitter. Bon, c'est pas très bien, et j'ai vu le hashtag Nutella tue les orang-outans. Et en fait, j'ai vu le lien direct entre la consommation d'huile de palme dans tous nos produits et la déforestation massive en Indonésie, en Malaisie. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est pas normal que ma consommation elle a un impact ailleurs dans le monde et participe à vraiment la destruction de la biodiversité. Et donc à 16 ans, j'ai décidé de lancer des pétitions. J'étais en colère, j'avais envie de tout casser. Et j'ai lancé 2 pétitions pour justement qu'on limite cette consommation d'huile de palme. Et c'est ça qui m'a lancé, qui m'a un peu projeté au devant de la scène pour parler de ces sujets environnementaux. Et je me suis dit, si j'y arrive à 16 ans, il y a plein d'autres jeunes qui peuvent le faire aussi. Et c'est pour ça que j'ai créé le Jeune Engagé, dans cette idée de pousser d'autres jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, à se lancer, à prendre la parole sur des sujets qui sont importants. Et c'est pour ça aujourd'hui que le Jeune Engagé sur les réseaux sociaux, c'est dans cet esprit de parler au plus grand nombre sur ces sujets. Et ensuite, tu en es venu à co-réaliser un documentaire. Est-ce que tu peux raconter un petit peu comment c'est venu cette idée et cette aventure, nous en parler un petit peu? Oui, cette aventure, elle a commencé un bon matin où Victoria Guillaumont m'a envoyé un message. Victoria Guillaumont, je ne la connaissais pas à cette époque-là. Je savais qu'elle réalisait des podcasts sur son compte Nouvel Oeil. Et c'est tout ce que je savais d'elle. On se suivait parce qu'on parlait des sujets environnementaux tous les deux. Mais je reçois un long message un matin en me disant qu'elle avait cette idée de partir en Inde sans avion et d'en faire un documentaire. Et elle m'a demandé si je voulais bien partir avec elle. Elle avait envie de partir comme ça avec un inconnu. Et j'ai trouvé cette demande un peu folle de se dire pourquoi moi, sans se connaître, de partir à l'autre bout de la planète. Et je pense que c'est cette folie justement je me suis dit, on ne reçoit pas ce genre de message très souvent, il faut accepter. Et donc comme ça, sur un coup de tête, j'ai dit oui, je veux bien partir avec toi. Et donc cette aventure, elle commence comme ça, sur une rencontre déjà avec Victoria. On s'est vu à peine avant de partir pour Shimla. Et en fait, toute cette aventure, c'est ce voyage entre 2 inconnus qui apprennent beaucoup du monde et de l'humanité, mais aussi sur son coéquipier et moi, ma coéquipière pendant cette aventure. Et donc le voyage, c'était de rejoindre Shimla, au nord de l'Inde. C'est une ville qui subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique. Et on est parti avec cette idée de parler des enjeux de l'eau dans le monde. Et en fait, ce voyage, comme beaucoup de voyages quand on part aussi longtemps, il a pris une autre trajectoire parce qu'on a appris beaucoup de choses. On a rencontré beaucoup de personnes, des très belles personnes qui avaient beaucoup de choses à dire sur plein de thématiques qui nous sont importantes, notamment sur l'écologie. Et en fait, ce voyage a été vraiment une découverte de nous-mêmes et une découverte du reste du monde. Et c'est ce qu'on a envie de raconter dans ce film Shimla aujourd'hui. Ce n'est pas forcément de raconter concrètement les solutions face au dérèglement climatique, mais c'est d'essayer d'apporter un nouveau regard sur ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, on a une forme de déconnexion avec la nature, par exemple. Et je pense c'est hyper important aujourd'hui de se reconnecter à des choses de base comme la nature pour pouvoir la protéger. Et moi, avec Victoria, j'ai appris ce retour à l'émerveillement S'émerveiller de tout ce qui nous entoure, c'est hyper important si on veut préserver aussi ce qui nous entoure. Et du coup, est-ce que ça a changé ton approche de l'écologie peut-être, l'émerveillement? Est-ce que tu étais déjà sensible à cette approche-là ou pas du tout avant? Non, ouais, c'est une approche que j'ai découverte avec Victoria. Moi, quand je parlais d'écologie, c'était des choses très concrètes, très liées à des catastrophes naturelles, liées à des scandales sanitaires ou écologiques, mais jamais sur l'aspect, ce que j'ai appris, l'écologie intérieure. C'est l'idée d'être bien avec soi-même pour faire du bien autour de soi. Et pour moi, quand j'ai commencé à entendre parler de ça, je me suis dit, bon, c'est encore quelque chose de farfelu. Je n'étais pas très connecté à ce qui est spiritualité, etc. Je me suis dit, c'est pas pour moi en fait. Il y a des personnes qui aiment ça.
mais c'est pas pour moi. Et en fait, pendant ce voyage, j'ai bien compris que c'était hyper important. Et pour chaque humain sur cette planète, se reconnecter à soi-même avant de pouvoir aider les gens autour de soi, c'est primordial. Et donc, justement, je pense que ce film, Shimla, c'est aussi essayer de montrer que ce côté spirituel est hyper important pour tout le monde. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas quelque chose qui est compliqué. Et c'est juste d'essayer de faire du bien autour de soi en pensant aussi à soi et à se dire comment je peux faire pour aller mieux, comment je peux faire pour être heureux en fait dans ma vie. Et ça, je pense que ça peut avoir un impact hyper important sur la protection de l'environnement dans son sens large. Mmh. Et donc dans tous ces pays que tu as traversés, que tu as vus, est-ce que tu avais déjà beaucoup l'habitude de voyager avant et du coup, qu'est-ce que tu as appris peut-être de ces différentes cultures, de ce voyage, de ce temps long? J'avais l'habitude de voyager parce que j'ai grandi au Canada, entre la France et le Canada. Donc le voyage en lui-même, ce n'est pas quelque chose qui était nouveau pour moi, mais la manière dont on a voyagé était vraiment différente. Je ne suis jamais parti comme ça avec un sac à dos en se disant on ne prend pas l'avion, on prend tous les moyens de transport possibles. Il y avait beaucoup de spontanéité, il y avait beaucoup d'incertitude. On ne savait pas où on allait dormir le soir, on ne savait pas quel moyen de transport on allait prendre le lendemain. C'était souvent avec les rencontres de personnes qui nous emmenaient à droite, à gauche. Et donc c'était assez perturbant comme voyage parce qu'on n'a pas l'habitude. Je pense que dans nos vies plutôt confortables en France, on n'a pas cette incertitude au quotidien. En tout cas ceux qui ont la chance d'avoir un toit sur la tête. Donc là, ce voyage, c'était vraiment mettre au devant justement cette incertitude pour voir ce qu'elle pouvait aussi nous apporter et les rencontres qu'on pouvait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont de plus en plus individualistes. On est chacun dans son confort et je pense que ça bloque sur beaucoup de choses, dont la rencontre avec l'autre et le lien en fait. Et pour moi, l'écologie et la protection de l'environnement, elle passera que si on garde ce lien entre humains. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la situation géopolitique qui n'est pas très favorable, où il y a beaucoup de divisions, où il y a beaucoup de violence, je pense que ce qui nous sauvera, c'est ce lien en fait, entre humains, ce tissu qui peut être créé. Et je pense que c'est la meilleure réponse à tout ce qui se passe, à la montée on le voit avec la montée de l'extrême droite, la montée du fascisme. Il y a toujours cette volonté de séparer pour mieux régner, on va dire. Et là, moi, j'ai appris pendant ce voyage que c'était justement ces rencontres, ce tissu qui faisait qu'on est arrivé jusqu'à Shimla. Et moi, ça m'a beaucoup enseigné sur la manière dont j'ai envie de parler d'écologie, sans mettre personne de côté, d'être inclusif. On ne peut pas parler d'écologie sans parler de social, sans parler de toutes les autres luttes qui sont liées à l'écologie. Donc pour ça, j'ai vraiment compris qu'on devait tous travailler ensemble et qu'on ne pouvait pas traiter l'écologie d'un côté et les autres sujets de l'autre. Mmh. Et donc ce documentaire, il a aussi à la base, ça parle des enjeux de l'eau, c'est ça? Est-ce que c'était pareil quelque chose que tu connaissais avant, cette thématique-là, et qu'est-ce que tu as vu qui t'a peut-être marqué par rapport à cette thématique-là en particulier? C'est une thématique que je connaissais à la base parce que je traite des questions environnementales sur mon compte. L'eau, c'est quand même un sujet qui n'est pas souvent traité dans les médias ou quand on parle de dérèglement climatique. On parle beaucoup de CO2, on parle beaucoup de haussement des températures, mais pas beaucoup du manque d'eau. Et en fait, on a appris pendant ce voyage que l'eau, c'était tous les enjeux du monde parce que dès qu'il commence à manquer d'eau, ça crée beaucoup de situations qui sont catastrophiques. Ça crée des guerres entre pays, ça crée des inégalités entre les genres, il y a plein de choses qui sont reliées. On ne pourrait pas y penser comme ça, mais ça crée beaucoup de problèmes. Et donc ça, on l'a vu concrètement en allant dans tous ces pays-là, parce que ces pays-là, notamment au Moyen-Orient et en Inde, c'est des pays qui font face dès aujourd'hui au manque d'eau. Et souvent, quand on parle de dérèglement climatique, on se dit bon, c'est dans 20, 30, 50 ans. Mais non, c'est aujourd'hui que beaucoup de peuples à travers le monde subissent de plein fouet le dérèglement climatique. Et en Inde, on l'a vu dans plusieurs régions de l'Inde, en fait, ils sont déjà en train de s'adapter. Parce que là-bas, ce n'est pas une question de il faut s'adapter pour limiter le dérèglement climatique, c'est s'adapter pour survivre. Et ça, on n'en avait pas conscience chez nous. Et je pense que c'est bien de rappeler que le dérèglement climatique, c'est aujourd'hui qu'on le subit. Et on commence à le sentir aussi en France, mais il y a des zones qui sont beaucoup plus touchées que nous. C'est pour ça que l'écologie, ça doit être vu dans un prisme global en fait, parce que ça touche vraiment tout le monde sur la planète. Et est-ce que tu penses que ce message il peut être entendu justement par ici, nous en Europe, parce que c'est vrai que tout ça, souvent, ça paraît loin et nous, on ne se rend pas forcément compte de cette réalité. Est-ce que tu as des idées de peut-être comment est-ce qu'on peut communiquer
Et ouais, quelles sont tes idées, toi, pour toucher la population d'ici par rapport à ce qui se passe Ouais, bien sûr. ailleurs? Mais je pense que déjà de comprendre que ça nous concerne tous, on est tous touchés par ce qui va se passer et on va l'être de plus en plus. On l'a vu déjà les étés qui commencent à être de plus en plus chauds, le manque d'eau dans certaines régions. Il y a déjà l'agriculture qui a de la peine à s'adapter, qui subit aussi de plein fouet le dérèglement climatique. Donc on le vit aussi à une certaine mesure. Et je pense que de rappeler que c'est lié aussi à notre vécu, à ce qu'on vit tous les jours, à notre santé. La pollution de l'environnement, on le voit avec les PFAS par exemple, donc ces polluants éternels qu'on retrouve partout, c'est en train de nous polluer notre intérieur, c'est en train de nous polluer nos familles, nos amis. Donc en fait, quand on parle d'environnement, ce n'est pas un sujet bon pour les écolos, c'est tout simplement de savoir si on veut être encore là sur la planète dans plusieurs années. Et donc rappeler ça, je pense que c'est hyper important. Et je pense qu'on a beaucoup parlé d'écologie comme des contraintes, comme quelque chose de chiant, de quelque chose qui allait nous empêcher de vivre. Je pense qu'il faut changer de regard et c'est ce qu'on essaye d'apporter dans ce film, justement avec cette question d'émerveillement. C'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie en fait? Qu'est-ce qu'on a envie dans 50 ans? On a envie de vivre comment? Est-ce qu'on a envie de vivre sans oxygène? Qu'est-ce qui nous attend en fait si on n'agit pas? Et justement, on peut parler aussi de… Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi d'imaginer ce qui peut nous attendre si justement on fait cette transition écologique et si et il y a, je pense, des très belles choses qui peuvent advenir et c'est pas que des contraintes, il y a plein de choses. On peut rêver de quelque chose qui soit enviable pour tout le monde justement. Et ça, c'est ce que j'essaye j'y travaille quotidiennement, c'est de se dire, créer de nouveaux narratifs, qu'est-ce qui nous fait rêver? Et pour moi, ce film, c'est aussi de ce voyage en train, ces rencontres, ces paysages incroyables qu'on a envie de préserver. Pour moi, ça pousse à rêver de protéger ce qui nous entoure. Hmm. Et justement, comment est-ce que tu vois l'avenir? Parce que quand on veut rester alerte par rapport à ce qui se passe, aux différentes informations globales, et en même temps, il y a cette ouverture à l'émerveillement. Comment est-ce que tu vois l'avenir et est-ce que ce regard il a changé peut-être aussi avec ce voyage? Oui, bien sûr. Je pense que mon regard il a changé, mais j'ai toujours eu un regard assez optimiste sur l'avenir, justement parce que je me suis dit être pessimiste, ça ne nous aiderait pas beaucoup en fait. Et je me dis que tant qu'on est là, tant qu'on a encore de l'énergie et que ce n'est pas encore la catastrophe, on peut faire la différence en fait et on peut changer le cours des choses. Je pense que toutes les actions qu'on mène, et notamment les actions collectives, c'est des degrés de moins, c'est des catastrophes qui peuvent être évitées, c'est des personnes qui peuvent être sauvées. Donc moi je le vois sous cet angle-là. Et justement cette question d'émerveillement, en fait, j'ai réalisé aussi parce que je parle beaucoup de protéger la planète, mais protéger la planète ça ne veut pas dire grand-chose parce que la planète elle sera là dans 1 million d'années, elle sera encore là, elle vivra très bien. Le problème c'est les habitants qui sont sur cette planète, c'est le vivant en fait qui est en train de disparaître et nous compris. Et, et quand on pense sur ce prisme-là, ça nous donne plus envie de se défendre en fait et de se dire que de protéger ce vivant qui est en train de disparaître. Donc j'ai beaucoup d'optimisme parce que je sens qu'on peut aller dans la bonne voie. Et il y a beaucoup de personnes autour de nous qui s'agitent et qui essayent de faire la différence. Si on regarde les médias, souvent on peut se dire bon c'est la catastrophe et on va droit dans le mur. Et c'est un peu vrai. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qu'on ne voit pas qui s'activent pour rendre les choses meilleures. Donc je reste quand même optimiste et j'ai toujours eu un regard assez optimiste sur les choses, même si des fois il y a des moments où je suis un peu déprimé, c'est sûr. Mais je pense que ça n'empêche pas qu'on peut se redonner, justement de bien s'entourer, je pense que ça fait du bien et de voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Hmm. Et du coup, par ton activité, tu es très en lien, j'imagine, avec avec la jeune génération. Qu'est-ce que tu observes, toi, de comment globalement vont les jeunes aujourd'hui? Et si tu avais un message à leur faire passer? Ouais. La jeunesse dans son ensemble, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de jeunes et je pense que ça serait réducteur de parler de la jeunesse dans son ensemble. Mais ce que moi je peux voir avec les messages que je reçois sur les réseaux sociaux, donc souvent c'est des jeunes qui sont quand même alertes de ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup d'inquiétudes, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, quand on regarde le dérèglement climatique, c'est une menace directe sur notre avenir. On se pose déjà, nous, la question de savoir à quoi va ressembler la vie dans 20-30 ans. Est-ce qu'il faut faire des enfants? Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur offrir si on a des enfants?
C'est beaucoup de questions existentielles que normalement on ne se pose pas forcément à 20 ans et même plus jeune. C'est de plus en plus jeune en fait et ça c'est assez inquiétant. Mais il y a aussi, j'ai l'impression, beaucoup d'énergie en fait dans cette jeunesse, en tout cas dans les messages que je reçois de personnes qui ont envie de se mobiliser aussi, qui réalisent qu'ils ont leur mot à dire en fait. Et ce n'est pas parce qu'ils sont jeunes on a l'impression qu'en étant jeune on n'a pas notre mot à dire et que c'est d'autres personnes qui gouvernent. Mais justement, je pense qu'on est en train de se réapproprier aussi le fait d'avoir son mot à dire. Et je pense que ça, c'est hyper important. De ne pas faire reposer aussi toute cette question de crise écologique sur les épaules des jeunes en disant c'est vous les jeunes qui sauverez le monde. Moi, ça m'énerve cette expression parce que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut agir maintenant et il faut agir collectivement. Donc c'est tout le monde en fait qui doit agir. Ce n'est pas juste les jeunes et on n'a pas le temps que les jeunes arrivent au pouvoir pour faire changer les choses. Donc c'est vraiment quelque chose de collectif et justement de ne pas culpabiliser les jeunes en leur disant c'est à vous maintenant de sauver l'humanité, mais de dire vous avez votre place entière pour faire changer les choses, vous avez votre mot à dire, vous avez votre place. Et moi c'est ce que j'essaye de montrer sur le jeune engagé et leur donner de foi en l'humanité justement en montrant ce qui se passe autour du monde, les choses, les catastrophes qui se passent, mais aussi les choses plus positives et leur montrer qu'il y a plein de choses à faire. Et du coup, dans ton parcours, tu disais que ce n'était pas forcément à ça que tu t'es destiné au départ. Comment est-ce que tu as effectué peut-être ce changement et comment est-ce que tu as peut-être créé ton activité et à quoi ressemble ton quotidien finalement aujourd'hui? Ça s'est fait petit à petit parce qu'en fait j'ai terminé mes études il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai terminé mes études il y a 1 an ou 2 maintenant, en fait juste avant de partir pour ce documentaire. Donc en fait ce documentaire c'était vraiment la fin de mes études où j'étais censé trouver un job. Et là Victoria m'a dit bah non pas du tout, on part en Inde sans avion. Donc ça m'a permis aussi d'avoir du temps pour penser à ce que je voulais faire. Et en fait tout de suite et depuis un moment je me suis dit que je ne savais pas trop dans quoi je voulais travailler mais je voulais avoir de l'impact justement sur ces questions-là. Je voulais porter ma pierre à l'édifice et me dire que ce que je fais, je me lève tous les matins, ça a un impact et j'essaye de faire bouger les choses. Je n'avais pas envie d'avoir un métier qui n'ait pas de réel sens en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui on cherche des métiers qui ont du sens et qui vont dans la bonne direction. Et donc moi ça s'est fait petit à petit parce qu'en fait à la fin de mes études, j'ai commencé à avoir une communauté sur les réseaux sociaux. Petit à petit, il y a des personnes qui ont commencé à me suivre, on a pu échanger, j'ai commencé à avoir de plus en plus de projets. Et donc mon activité elle s'est créée comme ça en fait. Et donc je suis devenu créateur de contenu parce que j'ai vu que j'avais une communauté, elle était réceptive et je pouvais faire passer un message. Et aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir un impact justement en faisant passer des messages sur les réseaux sociaux, en touchant pas forcément des personnes déjà convaincues, mais en allant chercher des personnes qui ne sont pas sensibles à ces questions-là. Pour moi ça c'était hyper important et j'ai l'impression de pouvoir le faire via les réseaux sociaux. On peut critiquer les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses à critiquer. Mais il y a aussi du bon, je pense, cette idée justement de créer des communautés, de rassembler, de pouvoir toucher beaucoup de personnes sur certains sujets. Donc pour l'instant, je me sens assez efficace sur ce médium-là. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et là, ce film, c'est aussi une autre porte, en fait, une autre façon de raconter une histoire et de raconter, comme je disais, ces nouveaux récits. Donc voilà, moi, je ne vois pas mon travail comme quelque chose de très ancré. J'ai envie de toucher à tout, mais avec cette idée de toujours avoir de l'impact, essayer de mobiliser, essayer de sensibiliser, et si aujourd'hui d'essayer d'émerveiller autrement, moi ça me va. Et justement, comment tu te sens à l'approche? Là, on se trouve quelques minutes avant la première projection de Shimla, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Et donc, comment est-ce que tu te sens en ce moment par rapport à cet événement qui vient et aux futures projections? C'est un moment peut-être particulier à vivre. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, bien sûr, c'est un moment assez particulier parce que donc on est parti pendant 6 mois d'aventure. Ça fait 1 an qu'on est rentré, donc 1 an de montage. On a tout appris. On est parti avec une caméra et des téléphones et on s'est dit qu'on apprendrait à filmer sur la route. On est parti avec un monteur qui nous a tout appris aussi sur le montage et sur toute la post-production d'un documentaire. On avait vraiment 0 base et c'est ce qu'on a envie de montrer aussi, c'est de se dire que quand on a une envie, un projet, il faut se lancer, il ne faut pas attendre forcément d'être expert dans le sujet pour se lancer. Et donc nous on a tout autoproduit, autodistribué et aujourd'hui on a réalisé ce film Shimla. Et de le montrer pour la première fois dans une salle, c'est un grand moment parce qu'il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de stress,
parce que voilà, c'est comme si c'est un petit bébé. Et là, pour la première fois, des gens vont le voir, on va pouvoir échanger avec eux après parce que c'est une projection débat. Et nous, c'était hyper important de pouvoir faire ça. On nous a demandé si on voulait diffuser notre film sur des plateformes. Mais en fait, nous, ce qui était vraiment important, c'était le cinéma parce qu'il y a ce lien en fait avec les gens. Dans ce film, on parle de lien avec les autres humains. On trouvait ça hyper important que ce film sorte au cinéma pour pouvoir échanger avec les personnes qui pourront le voir, pour pouvoir débattre. On ne dit pas qu'on a la réponse à tout et qu'on a trouvé la solution face au dérèglement climatique, mais on lance des pistes de réflexion. Et donc je pense que c'est hyper important de pouvoir échanger. Et donc j'espère que ça amènera à des discussions enrichissantes sur le sujet. Ouais, je pense que ça va être aussi un soulagement que de le montrer parce que voilà, il a été fait pour ça. Et maintenant, il faut se lancer. C'est un peu comme se lancer dans le vide, mais il faut le faire. Et je pense que ça va être très chouette. Parce du coup, les coulisses d'un documentaire, tu parlais, il y a beaucoup de travail, on se forme en permanence. Comment est-ce que tu as vécu, toi, ces différentes périodes justement de réalisation de ce documentaire? Et j'imagine il y a tout le captage d'images et ensuite le montage, etc. Tout ça, est-ce que tu peux en parler? C'était assez incroyable parce que j'ai l'impression d'avoir eu 10 000 métiers dans un projet. Le montage, on a appris des termes, l'étalonnage, le mixage d'un documentaire. C'était assez fou d'avoir cette expérience en fait et de pouvoir se dire qu'on peut toucher à tout et il n'y avait personne aussi pour nous chapeauter et nous dire il faut faire ça, il faut faire ci. On était hyper libre. Donc des fois c'est parti dans tous les sens. Mais justement je pense que c'était hyper formateur parce qu'on a vraiment pris le temps de faire bien les choses et d'apprendre à chaque fois pour faire ce film. Donc j'ai trouvé cette expérience géniale en fait. Et je pense que même si le film sortait pas, je repartirai à l'aventure et je referai la même chose parce que ça nous a tellement appris. Et je pense que ça va être hyper formateur pour les prochains projets qu'on aura avec Victoria. Non, c'était vraiment comme des enfants qui découvrent plein de métiers. Et moi, ça m'a donné envie de raconter encore des histoires comme ça et ce format-là, de justement prendre le temps de parler d'un sujet. Là, c'est un film d'1h20. Moi, normalement, je fais des vidéos de 10 à 15 secondes sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout la même chose. Et là, de prendre le temps de traiter d'un sujet, c'est vraiment cool aussi. Donc, ça m'a donné aussi envie de continuer dans ces formats-là. Donc déjà des idées pour plus tard peut-être d'autres projets Voilà, tout le focus il est sur Shimla. Là on est en pleine promotion, la sortie donc approche, on a des avant-premières là, la grande sortie au Grand Rex le 26 mai. Donc là toute notre énergie elle est sur Shimla. Donc on n'a pas le temps en fait de penser à d'autres projets, mais je suis sûr que les projets vont arriver très vite quand quand Shimla sera sorti et qu'il pourra vivre de lui-même. Pour l'instant, on doit encore le porter un petit peu. Et du coup, j'en profite parce que toi, tu es bien placé avec le côté création de contenu, les réseaux sociaux aujourd'hui, et en même temps le voyage et cette façon de voyager de manière plus éthique. Comment est-ce que tu penses à quoi pourrait ressembler un avenir vertueux en termes de transport et d'utilisation justement de la technologie? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que, encore j'ai beaucoup parlé de collectif et je pense que même pour les transports, la question c'est toujours la même chose, c'est de revenir vers du collectif. Je pense qu'aujourd'hui, qu'elle soit électrique, pas électrique, la voiture individuelle, je pense que c'est révolu en fait et il faut se tourner vers des modes de transport beaucoup plus collectifs. Après, il y a des différences un peu partout, ça dépend où on vit, qu'on vive en ville ou en campagne, on n'a pas du tout les mêmes réalités. Donc je pense que la question du transport, elle est très épineuse justement parce que tout le monde n'est pas touché de la même façon. Nous, ce voyage, il a montré qu'on pouvait se déplacer par tous les moyens sauf l'avion, mais que ce n'était pas forcément évident parce qu'il n'y avait pas les infrastructures pour. Et dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures outre que l'avion ou la voiture. On l'a vu au Moyen-Orient, on l'a vu dans plein d'endroits. Donc je pense qu'il ne faut pas faire reposer aussi toute la question sur les individus en leur disant c'est nul, tu as une voiture, elle pollue. Aujourd'hui, c'est quelles infrastructures on peut offrir pour que les gens se passent de la voiture. Et je pense que c'est le point hyper important, c'est qu'il y ait beaucoup plus de transports en commun. C'est que dès qu'il y a des voitures, oui, elles se tournent vers des modes plus écologiques, donc vers l'électrique.
peut-être qu'une voiture de 4 tonnes électrique, ce n'est pas forcément une solution. Revenir des choses plus simples en fait. Est-ce qu'on a besoin que les voitures elles, soient toujours plus technologiques, toujours plus poussées vers… Non, il faut qu'elles roulent et qu'elles nous mènent à un endroit. Je pense que revenir vers des choses plus sobres, c'est encore quelque chose un peu tabou, on va dire, notamment pour la voiture en France. On est très attaché à la voiture. Mais je pense qu'il faut que le débat il soit mené. Et pour le transport, quand il s'agit de partir en vacances, par exemple, on essaye de prôner le voyage en train. Donc c'est trop bien de prendre le train justement pour partir pas trop loin. Mais c'est souvent beaucoup plus cher, c'est aussi beaucoup plus de temps. Donc je pense qu'il y a aussi une question de société à se poser de qui peut voyager de manière plus lente. Et est-ce que, moi je suis pour qu'il y ait plus de temps justement de vacances pour pouvoir prendre plus de temps. Mais ça voudrait dire être moins productif, ça voudrait dire une remise en question de la société. Mais je pense qu'on ne peut pas remettre en question le transport sans remettre en question la manière dont on produit, la manière dont on consomme. Tout est lié en fait. Mais ça peut être une porte d'entrée en fait pour poser ces questions-là et ça peut être intéressant. Tu parlais justement de ton passage aux Émirats et tout ça. Est-ce que tu as des anecdotes un peu dans tout ce périple drôles ou des choses surprenantes et amusantes que tu as vécues et que tu ne pensais pas vivre du tout Ouais, pendant ce voyage, on est passé notamment par la COP28. Elle se passait à Dubaï alors qu'on était en Arabie Saoudite. Et donc on a infiltré la délégation française pour pouvoir assister à la COP28 et voir comment ça se passait. Et le décalage entre notre voyage en backpack dans la terre et dans la boue et d'arriver à Dubaï, donc une des villes peut-être les plus consommatrices, la ville des excès, on la connaît pour ça, c'est un cliché mais c'est aussi vrai. Ça a été assez surprenant et on débarque dans cette COP28 où il y a des milliers de personnes, c'est vraiment une ruche, ça va dans tous les sens, il y a les négociations. Et nous, on arrive là avec nos sacs à dos, on a dû aller dans des centres commerciaux de Dubaï pour se trouver des vêtements pour avoir l'air présentable qu'on a rendu 3 jours après parce qu'on ne comptait pas les garder. Donc ça, cette expérience de Dubaï, elle a été assez drôle. On ne s'attendait pas à être projeté sur cette scène internationale et d'être les seuls Européens à y être allés sans avion, c'était quand même une belle réussite. Mais on n'avait qu'une hâte, c'était de repartir sur la route parce qu'en fait notre voyage il n'était pas là et c'était pas, on voulait être sur la route, on voulait rencontrer les gens et c'était pas à la COP28 qu'on allait le faire. Mais ça a été une expérience assez folle et des expériences comme ça il y en a eu tout le long de la route dans tous les pays qu'on a traversés, on en a traversé 19. On a des anecdotes sur les personnes rencontrées au bord d'un café, c'est les personnes rencontrées n'importe où en fait. Et je pense que ça nous a appris, moi ça m'a beaucoup appris à être ouvert vers l'autre en fait. Et il y a je pense une posture à avoir qui tend à la discussion et à la rencontre avec d'autres personnes. Et ça m'a poussé à l'être aussi en France en fait. Parce que je me suis dit pourquoi attendre d'être en vacances et d'être en voyage dans d'autres pays pour être ouvert aux autres. Parce qu'on est bien content que les gens soient ouverts à nous pour nous aider à voyager. Mais il faut l'être aussi chez nous. Et depuis que je suis rentré, j'essaye beaucoup plus d'être attentif en fait à ce qui se passe autour de moi. Ça peut paraître bête comme ça, mais par exemple de ne pas avoir son téléphone dans le métro. Des fois quand on est fatigué le soir, on a envie d'être sur son téléphone dans sa bulle. Et je me suis dit on se coupe de plein de rencontres et de plein de gens qui vivent la même chose que nous au quotidien. Donc voilà, plein de petites choses comme ça que j'ai appris de ce voyage et j'ai envie qui peut aussi mener à des belles rencontres, même à l'angle de chez nous, quoi. Et justement, dans notre société où parfois on promeut beaucoup la peur de l'autre et de son voisin et l'insécurité, est-ce que dans ce que tu as pu voir ailleurs, est-ce que cette peur elle est aussi présente? Parce que vous étiez des inconnus aussi qui arrivaient, j'imagine, pour dans d'autres pays, quoi. Et donc comment est-ce que vous étiez perçus peut-être et est-ce que tu vois que c'est différent selon les pays, les endroits, les villes, les campagnes? En fait, la peur et la crainte, elles ne venaient pas des pays qu'on traversait, mais des gens qui, avant de partir par exemple, beaucoup de personnes nous disaient c'est dangereux, faites attention. Il y avait cette crainte des autres qui un peu on se posait des questions avant de partir, dire est-ce que c'est la bonne période pour partir parce qu'en ce moment ça ne va pas très bien, etc. Mais en fait, dans tous les pays qu'on a traversés, il n'y a pas un moment où on a senti qu'on était en insécurité. Je ne dis pas que le monde c'est un monde de bisounours et qu'il n'y a aucun danger, mais nous déjà pendant 6 mois, il y a
on a vraiment suivi l'intuition. Partir en voyage et de rencontrer sur la route, ça ne veut pas partir et être complètement inconscient. Mais je pense que c'est de s'écouter et d'écouter son intuition quand il y a une situation, de se dire bah, là je le sens, là je ne le sens pas, et de ne pas se mettre en danger inutilement. Mais les rencontres qu'on a faites, de dormir chez l'habitant, de faire du stop, ça ne nous a pas mis plus en danger que dans n'importe quelle situation quand on voyage en fait. Et justement, on est tombé sur des personnes à chaque fois qui étaient bien intentionnées et qui avaient envie de nous aider. Et je pense que les personnes qui s'arrêtent comme ça pour nous aider, bah, c'est des personnes qui sont dans le lien avec l'autre. Donc non, en fait, cette insécurité, cette peur, en fait, elle a très vite disparu pendant le voyage. Par exemple, en arrivant en Égypte, où on nous a dit bah, en ce moment, cette région, c'est très tendu avec ce qui se passe, faites attention. Et on est arrivé, on a rencontré une Égypte voilà, qui était tellement différente de ce qu'on disait dans les médias. Donc déjà, on s'est dit, ah ouais, mais en fait, il faut vraiment couper du reste du monde là et de vivre à fond ce qu'on est en train de vivre. Et vraiment, pendant les 6 mois, on n'a pas eu une mauvaise rencontre. Donc je pense que voilà, on a des peurs limitantes. Il faut écouter ces peurs quand elles sont. Mais je pense qu'il faut gérer entre les peurs limitantes, justement, juste parce qu'on a cette crainte de l'inconnu et de la peur de l'autre. Et voilà, des peurs qui peuvent être rationnelles. Il faut faire attention, ça c'est sûr. Puis aussi du coup le côté intuition, on a les peurs d'un côté et puis l'intuition de l'autre. Toi, quel est ton rapport à l'intuition? Est-ce que tu as toujours eu cette sensibilité à l'intuition et est-ce que ça a évolué avec cette expérience? Je ne sais pas si je me posais la question avant sur cette intuition. Je pense que j'ai toujours eu un peu comme ça de m'écouter et de me dire bah, là je le sens. Ma mère m'a toujours dit ça, de s'écouter et de sentir la situation face à la. Je trouve que quand on n'est pas à l'aise dans une situation, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas si c'est une question d'énergie, je ne sais pas comment on explique ça, mais des fois il y a des situations où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est dans ces situations qu'il faut s'écouter et se dire bah, je fais autre chose, je change d'endroit. Et c'est vrai que depuis que je réagis comme ça, je pense que je me suis évité beaucoup de galères. Et quand j'ai des bonnes intuitions, c'est rare que en fait, je me trompe. Donc je pense qu'il y a quelque chose justement de s'écouter soi et d'écouter voilà, si on se sent à l'aise, c'est qu'il y a une raison en fait et qu'il y a une connexion avec l'autre personne. Et très vite, des personnes mal intentionnées, en fait, elles se trahissent en fait et ça se ressent. Et tu vois, ça c'est des choses que jamais j'aurais imaginé penser. Et en fait, bah ouais, je pense que ça m'a beaucoup aidé pendant le voyage. Bah écoute, on arrive à la fin du temps dont on dispose aujourd'hui. Je vais te poser la question rituelle du podcast. Okay. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? C'est une bonne question. Moi, je dirais, en lien avec notre film, c'est d'oser s'émerveiller. Je pense que moi, quand j'ai vu Victoria la première fois s'émerveiller devant des fleurs, j'étais là, bon, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est des fleurs. Et après, j'ai réalisé, mais pourquoi en fait on ne s'émerveille plus, même des choses du quotidien, même les petites choses, les petites attentions, les choses qui nous rendent heureux. Donc moi, je dirais, c'est d'oser s'émerveiller, de se laisser, de regarder autour de soi. Et ça peut être aussi dans la rencontre avec les gens autour de soi. Ça peut paraître niais comme ça, mais je pense qu'on en a vraiment besoin, surtout en ce moment. Et ben, un grand merci pour tous ces beaux partages. Merci à toi. Pour ceux qui nous écoutent, vous trouverez en lien de la description du podcast donc les différents réseaux sociaux de Yoann pour pouvoir suivre ses différentes activités. Et vous y trouverez également un lien pour soutenir les plantations de forêts comestibles avec l'association nutritive. Encore un grand merci à tous et à bientôt pour un prochain podcast. Salut!